Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Alors le rayonnement fossile ou rayonnement cosmologique fossile est un rayonnement essentiellement situé dans les ondes radio, micro-ondes, qui baignent tout l'univers. Sa découverte est une histoire assez passionnante en soi, parce que ce rayonnement n'a pas été découvert par des physiciens, encore moins des cosmologistes, mais par des ingénieurs. Il fait découvert par deux ingénieurs, Penzias et Wilson, qui travaillaient pour la Bell Telephone. Leur travail consistait à régler une nouvelle antenne parabolique de très haute sensibilité. Comme elle était extrêmement sensible, il fallait éliminer toute perturbation, tout parasite, toute anomalie qui aurait pu exister. Et donc, il fit toute une série de mesures précises. Là, il fut embêté parce que les mesures montraient qu'il y avait un bruit de fond parasite, constant, toujours le même et strictement isotrope. Donc, on mesurait en orientant l'antenne comme ils voulaient, ils avaient toujours ce rayonnement parasite. Donc, ils ont soupçonné un problème technique, puisque ce rayonnement était invariable, quoi qu'il fasse. Donc, ils ont comparé avec une source froide de l'hélium liquide, de façon à diminuer tout effet parasite interne, et ils ont pu ainsi éliminer l'origine électronique. Ce rayonnement parasite ne venait pas de l'électronique. Ils firent des recherches acharnées pour trouver toute cause possible. Ils allèrent jusqu'à remarquer que dans l'antenne, il y avait un couple de pigeons qui s'était installé. Donc, ils chassèrent les pigeons, mais les pigeons, c'était plus tenace, donc, pouf, ils revinrent immédiatement. Donc, qu'est-ce qu'ils fait? Ils ont capturé les deux pigeons, et ils les ont menés à plus d'une centaine de kilomètres de là. Là, ils les ont lâchés, ils ont dit, bon, allez, vivez votre vie. Ils sont revenus, et surprise, les pigeons étaient revenus. Ben oui, les pigeons, ça voyage. C'est les pigeons voyageurs. Donc, ils étaient revenus à leur endroit. Et donc là, ils n'ont plus eu trop le choix. Ils ont dû, malheureusement, éliminer ces deux pigeons, au sens propre. La petite histoire, bon, peut-être apocryphe, ou peut-être inventée, dit qu'ils ont terminé avec des petits pois dans leur assiette. Mais bon, tout état de cause, ils ont simplement éliminé ces deux pigeons. Et alors, ils ont procédé à un nettoyage minutieux de l'antenne, enlevant ce qu'ils avaient pudiquement qualifié de matière blanche diélectrique, les fientes des pigeons, bien entendu. Mais après, malgré tous ces efforts, le signal persistait, quoi qu'il fasse. Donc, il fallait se résoudre à l'évidence, il y avait bien un signal radio en ondes millimétriques qui baignait tout l'environnement, et qui parasitait cette bande de fréquences qui était utilisée par leur antenne. Parallèlement aux travaux de ces deux ingénieurs, les cosmologistes travaillaient aussi sur la cosmologie. Et ils essayaient de construire des modèles d'univers et de son évolution, et de l'origine de l'univers. À l'époque, ils étaient très peu nombreux à travailler là-dessus. C'était pas considéré comme un travail sérieux. Oui, observer les étoiles, les planètes, les galaxies, c'était très bien. Mais commencer à discuter de l'origine de l'univers, c'était considéré comme un petit peu fantaisiste. Mais quelques-uns le faisaient quand même. Ils n'avaient pas non plus grand-chose à se mettre sous la dent. Ils n'avaient que deux choses. La relativité générale d'Einstein, qui n'était pas très utilisée à l'époque, à part pour ça, et l'expansion de l'univers, dont nous avons parlé. Et en se basant là-dessus, Dick et Peebles avaient prédit qu'il devait exister un tel rayonnement fossile qui baigne tout l'univers, dont radio. On reviendra sur la raison, l'origine de ce rayonnement, bien sûr. Et eux avaient considéré que bon, ça devait être impossible à détecter, parce que beaucoup trop faible. Et là, on voit le fossé qui peut parfois séparer le théoricien dans ses calculs et l'expérimentateur qui travaille avec des instruments. Les uns n'étant pas toujours au courant de ce que font les autres, et le théoricien ne se rendant pas toujours compte
de l'extraordinaire progrès technologique qui s'accomplit, et l'homme de terrain ne se rendant pas toujours compte des avancées théoriques qui se font de l'autre côté. Là, heureusement, par chance, Penzias et Wilson avaient entendu parler de ça. Ils avaient assisté à un moment donné à une conférence où on parlait de ce rayonnement fossile. Donc ils se sont dit, et si c'est ça qu'on avait détecté? On ne sait jamais. Donc ils ont pris contact avec Peebles pour lui en parler. Et là, pour le théoricien, pour Peebles, ce fut un choc, une surprise. Ce rayonnement qu'il pensait indétectable avait été détecté. Il confirma à nos deux ingénieurs que c'est bien ça qu'ils avaient découvert. Alors ils furent prudents. Ils publièrent 2 articles, l'un à côté de l'autre, dans une revue d'astrophysique. Le premier article était présenté comme un modèle théorique hypothétique, modèle d'univers prédisant ce rayonnement fossile. Le deuxième article était un article technique, expérimental, de Penzias et Wilson, expliquant leurs relevés, leurs mesures, leurs efforts, et la découverte de ce rayonnement, qui s'avérait bien être un rayonnement présent, et dont une explication possible pouvait être l'article précédent. Très malin. Et effectivement, ces 2 articles firent le buzz. Immédiatement, la communauté scientifique, stupéfaite, s'y intéressa. La cosmologie, considérée comme peu sérieuse jusque-là, entrait dans la cour des grands. Elle gagnait ses lettres de noblesse. Ce n'était plus de la spéculation théorique de quelques théoriciens en mal de sensations. C'était des choses concrètes, mesurables. Et elle devint une théorie respectable, et beaucoup d'astrophysiciens, de théoriciens, fascinés par cette découverte, commencèrent à s'y intéresser. C'est une histoire assez extraordinaire. Alors, qu'en est-il de ce rayonnement? Quelle est sa nature? C'est un rayonnement thermique. Alors, qu'est-ce que c'est que le rayonnement thermique? Le rayonnement thermique, c'est le rayonnement qui est émis par tout corps chaud. Un exemple très simple, c'est les ampoules à filaments. Le filament est chauffé à très haute température, c'est du tungstène, il ne fond pas facilement, et il émet de la lumière, un rayonnement. En général, ce rayonnement se situe dans la lumière visible ou dans les infrarouges, voire les ondes radio. Un autre exemple, c'est un morceau de métal que vous chauffez. Vous le chauffez avec un chalumeau. Au début, il est gris, puis gris foncé, puis il commence à devenir rouge, rouge cerise, rouge clair, puis devient orange, puis jaune, et il finit par devenir blanc. En fait, on comprend que les couleurs défilent et qu'ils virent vers le bleu. Mais à ce moment-là, il émet tellement de lumière, y compris dans le rouge, le jaune, l'orange, que l'ensemble forme une lumière que nous, avec nos yeux, nous voyons blanche. Ce qu'on appelle un métal chauffé à blanc. Un humain est à 37 degrés. Et lui, notre corps humain, émet essentiellement des infrarouges. Ainsi, on peut observer la nuit des animaux, des êtres humains, en utilisant des lunettes infrarouges. Vous avez certainement déjà vu ça, peut-être pas avec des lunettes, mais au moins dans des films. C'est très connu. En physique, on parle de corps noir. Alors qu'est-ce que c'est? Un corps noir, c'est une idéalisation théorique. C'est un corps idéal qui est en parfait équilibre thermique. Donc sa température est uniforme, même température dans tout le corps, et constante. Elle ne varie pas. Et deuxième caractéristique, c'est surtout celle-là qui est idéalisée, il absorbe tout rayonnement. Donc il n'y a pas de réflexion. Toute lumière, tout rayonnement qui le touche, rayonnement électromagnétique, lumière, infrarouge, etc., tout est absorbé. On dit qu'il est noir. Noir, parfaitement noir. On obtient d'ailleurs des matières maintenant qui sont d'un noir très très profond, comme le Venta Black, qui est, je crois, qui absorbe plus de 98% de la lumière. Donc on peut obtenir des matières très absorbantes.
Et d'ailleurs, c'est souvent une bonne approximation, au moins dans certaines gammes de longueur d'onde. Par exemple, un métal à température ordinaire n'est pas un bon corps noir. Il n'absorbe pas les rayonnements, il a plutôt tendance à les refléter. C'est avec des métaux qu'on fabrique les miroirs. Donc, les métaux reflètent bien la lumière. Mais quand on les chauffe, ils perdent cette faculté, et à plus haute température, ils se comportent plutôt comme de bons corps noirs. Un être humain, aussi, dans la gamme des infrarouges, est un bon corps noir. Nous absorbons facilement le rayonnement infrarouge. Le Soleil est un plutôt bon corps noir. Le rayonnement émis par sa surface est un rayonnement à presque 6000 degrés, typique de rayonnement de corps noir, à quelques petits détails près. Avec les lois de la thermodynamique, on démontre, je ne le ferai pas ici, ce n'est pas un coup de thermodynamique, mais on montre facilement, très facilement, que le rayonnement de corps noir doit être universel. C'est-à-dire qu'il dépend de la température, mais pas de la nature du corps. À une température donnée, un corps noir a un rayonnement bien précis. Et on peut tracer ce rayonnement dans un graphique. Alors, on peut soit le mesurer, des systèmes, des méthodes de laboratoire qui permettent d'avoir un bon rayonnement de corps noir et de le mesurer, et on peut aussi le calculer. Et il faut faire appel à la mécanique quantique, et c'est ce qu'on appelle la loi de Planck. On obtient donc un graphique en fonction de la longueur d'onde du rayonnement. Si je décris la longueur d'onde, typiquement dans la lumière visible, c'est du côté de la longueur d'onde est de l'ordre du millionième de mètre, c'est-à-dire le micron, le micromètre, et avec des valeurs 0, 1, 2, et alors l'intensité lumineuse émise à ces différentes longueurs d'onde. Alors à basse température, on obtient une courbe à peu près comme ceci, à 4000 Kelvin. Notons que cette température est mesurée en Kelvin, c'est-à-dire la température dite absolue. Au 0 Kelvin, qui correspond à moins 273 degrés Celsius, les atomes sont immobiles aux fluctuations quantiques près. Et c'est l'état de plus basse énergie, on ne peut pas aller plus bas, et ça correspond au 0 Kelvin. Et inversement, 273 Kelvin correspondent au 0 degré Celsius. À 6000 Kelvin, on obtient une courbe comme ceci, et à 7000, on obtient une courbe comme ceci. Alors, quelques caractéristiques intéressantes de ce rayonnement: plus la température augmente, et plus le maximum se décale vers les courtes longueurs d'onde. C'est comme pour le métal: rouge, orange, jaune, bleu ou blanc. Donc un décalage vers les courtes longueurs d'onde. Et l'énergie qui est émise, l'énergie totale, est proportionnelle à la puissance quatrième de la température, mesurée au Kelvin. C'est-à-dire que si vous doublez la température, toujours en Kelvin, pas en degrés Celsius, alors l'énergie émise est 16 fois plus grande. Donc ça grimpe très vite. Et effectivement, vous prenez un morceau de métal à température ordinaire, vous chauffez modérément, vous mettez votre main devant, ça va. Mais si vous le chauffez à blanc, il n'y a même plus besoin de toucher le métal pour se brûler. Le simple fait d'approcher la main du métal chauffé à blanc, et vous pouvez être méchamment brûlé. J'ai un jour été sur un four électrique utilisé dans les aciéries, et j'ai été debout sur ce four, devant l'ouverture du four, où le métal est chauffé non pas à blanc, il est carrément à l'état liquide. Donc à typiquement plus de 2000 degrés. Et là, le rayonnement est tellement intense qu'on ne sait même pas se pencher au-dessus du trou. Dès qu'on s'approche,
on sent que les poils commencent à roussir. Tellement le rayonnement est intense. Cette augmentation en T4, en T exposant 4, est donc extrêmement forte. L'énergie grimpe très vite. Autre point assez évident, l'intensité maximale grimpe avec la température. Le rayonnement fossile, quand on le mesure, s'avère être un rayonnement thermique, donc un rayonnement de cette nature, qui correspond à 2,7 Kelvin, donc environ moins 270 degrés Celsius. Donc c'est très froid, c'est une température très basse, et typiquement, à cette température extrêmement basse, non seulement le rayonnement est très très faible, mais le maximum se situe dans les ondes radio, et dans le domaine appelé les micro-ondes. Vous êtes certainement familiarisé avec les fréquences radio, les bandes FM, où on écoute la plupart des radios maintenant, comme Bell RTL, Nostalgie, etc. C'est typiquement dans la bande de 100 MHz. Ici, on est dans la bande des 300 000 MHz. C'est ce qu'on appelle les micro-ondes, comme on en rencontre aussi dans les fours à micro-ondes. Les instruments, comme les appareils comme les GSM, etc., émettent aussi dans des gammes un peu comparables. Pour vérifier qu'il s'agit d'un rayonnement thermique, ce n'est pas spécialement facile, parce que pour le mesurer, pour le vérifier, il faut, si possible, mesurer l'intensité à plusieurs longueurs d'onde et vérifier qu'on obtient bien la courbe du rayonnement de corps noir. Et c'est d'autant plus difficile avec le rayonnement fossile qu'il est très faible. Donc il ne suffit pas de le capter et de dire, hop, voilà, il a une telle intensité, ça permet de dire si c'est un rayonnement de corps noir, il a une température de 2,7 Kelvin, mais ça ne permet pas de le vérifier. Donc les vérifications sont difficiles à cause de la faiblesse de ce rayonnement, mais aussi parce que l'atmosphère est opaque à de larges gammes de rayonnement radio dans ce domaine. Il n'y a qu'une petite fenêtre, Penzias et Wilson étaient tombés sur une de ces fenêtres, où le rayonnement passe. Mais l'essentiel du rayonnement est absorbé par notre atmosphère, ou plutôt réfléchi, il se reflète dans l'espace sur l'ionosphère, la zone où il y a le champ magnétique terrestre qui englobe notre planète et qui piège les particules chargées électriquement émises par le Soleil et qui interagissent très bien avec les ondes radio. Donc, on a commencé à utiliser des ballons sondes, comme en météo. On plaçait un récepteur à bord du ballon, on fait monter le ballon à plusieurs kilomètres d'altitude, où on reçoit mieux le signal radio. Ou alors, on a commencé à utiliser des satellites. Les satellites sont dans l'espace, suffisamment loin pour ne pas être gênés par l'ionosphère, et ils captent très bien le rayonnement. De plus, étant dans l'espace, on peut facilement les refroidir à l'hélium liquide pour faire les mesures. Alors pourquoi refroidir à l'hélium liquide? Mais parce que tout corps à température ordinaire émet des rayonnements. Je l'ai dit, le métal, le corps humain, il émet des rayonnements qui sont beaucoup plus forts que le rayonnement fossile. Pour le mesurer, il faut refroidir le système de mesure à des températures inférieures à 2,7 Kelvin pour ne pas avoir ces rayonnements parasites. C'est ce qu'avait fait Penzias et Wilson. Et ça, la seule manière de faire, c'est avec de l'hélium liquide. Avec de l'hélium liquide, on peut atteindre des très très basses températures. Ainsi, on a utilisé le satellite Planck et puis le satellite WMAP qui a permis de dresser une carte dans le ciel du rayonnement fossile, donc du rayonnement dans toutes les directions. Alors, je vous ai dit, il est isotrope. Penzias et Wilson avaient constaté qu'il était le même dans toutes les directions, mais en fait, il y a des petites variations. Petites variations, d'ailleurs, prévues par les cosmologistes. Et WMAP, Planck et puis surtout WMAP, ont permis de mesurer en détail ces petites variations. Elles sont particulièrement intéressantes et importantes pour nous, pour la construction du modèle. Et donc, ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous verrons la structure spatiale du rayonnement fossile. Je vous remercie.